Jusqu'où ira Israël? Après avoir fait de Gaza un champ de ruines, Netanyahou mène depuis le 17 septembre des opérations meurtrières au Liban. On compte déjà plus de 1700 personnes tuées et plus d'1 million de déplacés. Bombardements indiscriminés et invasion terrestre, Israël est-il en train de reproduire ce qu'il fait à Gaza? C'est en tout cas le même narratif et la même propagande qui sont utilisés et qui sont repris par l'ensemble des médias occidentaux. Israël a un objectif là, qui est de permettre aux Israéliens de revenir à la maison. Il y en a un deuxième qui est de permettre aux Libanais de respirer, qui est d'aider à la décolonisation du Liban. Pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui se joue actuellement au Liban, je reçois en direct de Beyrouth Herminia Chiara Calabrese, chercheuse spécialiste de la société libanaise et du Hezbollah. Bonjour Herminia Chiara Calabrese, vous êtes chercheuse, vous travaillez notamment sur le Hezbollah. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation sur place actuellement puisque vous vivez à Beyrouth? Bonjour. Beyrouth, ça fait depuis désormais 10 jours qu'elle est en guerre, comme toutes les autres régions du Liban Sud, de la Bekaa, et que désormais il y a plusieurs bombardements qui se succèdent sur une grosse partie de la banlieue sud de Beyrouth. Cette nuit, il y a eu une grosse explosion dont les victimes civiles ne sont pas encore à ce moment connues. Et il y a presque 1 million de la population qui vit au Liban qui est déplacée, sous 6 millions d'habitants. Et aussi, aujourd'hui, le bilan de la guerre, selon les derniers chiffres donnés par le ministère de la Santé libanaise, il est de 1700 morts et surtout dont 1000 dans les derniers 10 jours. Ici en France, on entend beaucoup le narratif israélien qui dit que l'armée israélienne est en train de libérer le Liban. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est un narratif en fait israélien. C'est un narratif parfois en écoutant les médias en Occident, c'est pas seulement en France, mais aussi je pense à d'autres pays européens. C'est en fait on a presque l'impression d'entendre la radio militaire israélienne. Israël, il a des murs. C'est un État déjà qui n'a pas de frontières, et ça c'est écrit dans leur constitution. C'est un État qui a des murs, qui est celui de expansionniste, donc de s'étendre aussi à d'autres pays autour de lui, et qui, je crois, n'a pas besoin du Hezbollah pour envahir le Liban. Et les Libanais n'ont pas besoin d'Israël pour libérer le Liban du Hezbollah, parce que si les Hezbollah possédaient un problème, c'est un problème des Libanais. C'est à eux-mêmes de faire face à ces problèmes. Et aujourd'hui, libérer le Hezbollah, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est aussi là toute la rhétorique, tous les narratifs de la guerre. Quand on entend Israël et Hamas, Israël et Hezbollah, ce n'est pas ni Israël et Hamas, ni Israël et Hezbollah, mais c'est Israël contre les territoires occupés en Palestine et c'est Israël contre le Liban et la population libanaise. Donc, des propos tels que l'armée israélienne donne comme il faut éradiquer les Hezbollah n'ont aucun sens. Car Hezbollah est fait des populations civiles, des populations qui soutiennent ces partis. Je rappelle, c'est les premiers partis politiques au Liban en termes de mobilisation. Et donc, on ne peut pas éradiquer les Hezbollah parce que les Hezbollah ne veut pas s'évaporer. Ce n'est pas quelque chose qui flotte dans l'air. Les Hezbollah, c'est quelque chose qui est ancré sur les territoires libanais. Et tuer son leadership, ça fait seulement reproduire une nouvelle génération de leadership, une nouvelle génération de combattants. Car, comme on le sait très bien, c'est pas seulement le cas du Liban ou de la Palestine, mais c'est l'ABC un peu de la violence. Et quand on est sociologue, on s'occupe de la violence politique. Les crimes, les injustices ne peuvent pas ne pas avoir des conséquences. Justement, vous êtes sur place, vous l'avez dit, le Hezbollah fait partie de la société civile libanaise. Il y a aussi tout ce narratif israélien de parler de frappes limitées, où ils disent qu'ils visent vraiment des points stratégiques. Ça, vous qui êtes à Beyrouth, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Une partie de la couverture médiatique et de la propagande israélienne, c'est aussi celui de parler des cibles limitées et bien précises, car en réalité, ces cibles limitées et bien précises sont des immeubles résidentiels
sont des écoles, des hôpitaux. Avant-hier, au cœur de Beyrouth, il y a un centre de santé médicale, il y a un centre de secouristes qui a été bombardé par Israël et dans des quartiers qui sont vraiment densément peuplés et sans même pas avertir les populations civiles de quitter ces quartiers. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, ça c'est une longue histoire, mais je crois que justement, Israël tue indistinctement des civils, des combattants, des civils et des militaires sans faire aucune distinction. Et surtout, ce qui est plus grave, je crois, il ne se pose pas de questions justement si tuer même un combattant qui peut dans ces moments donnés se trouver dans un bâtiment ou dans un hôpital, il ne se pose même pas la question des civils qui peuvent entourer en fait ces combattants parce qu'ils se trouvent là en ces moments. Ni lui ni cet État se pose la question et ni les autres, ni la communauté internationale en fait se pose aucune question. Comment au Liban la mort de Nasrallah a-t-elle été vécue? Hassan Nasrallah, c'est un leader emblématique et quelqu'un qui a beaucoup de charisme et sa mort, elle a été perçue et vécue comme une rupture, pas seulement au sein de la communauté partisane du parti, ce qui est évident, mais aussi auprès de plusieurs Libanais et je trouve aussi plusieurs gens de cette région du monde. Pourquoi? Parce que Nasrallah, c'était quelqu'un qui a construit toute sa carrière au parti et dont sa trajectoire au parti, elle a été scandée par des moments comme la libération du Liban Sud dans les années 2000, après 22 ans d'occupation israélienne, par la guerre de 2006, les 33 jours, où où le Liban il a fait face à une invasion israélienne et à une attaque israélienne pour 33 jours. Et dernièrement, les fonds de soutien ouverts le 8 octobre dans le Liban Sud, en soutien aux populations de Gaza et à la population palestinienne, c'est quelque chose, en fait, c'est des événements historiques qui marquent, qui donnent une aura importante à ces leaders. Et aussi, ce qui est encore plus important, je trouve, c'est la mort de son fils, Hadi Nasrallah, de son fils aîné, sur le champ de bataille en 1992 contre l'occupant israélien. Et cela, en fait, a créé une identification des gens qui aussi, eux, ils ont perdu des proches, des enfants, des pères dans la guerre, avec ces leaders qui a donné, en fait, pour plusieurs gens, il a donné, en fait, même son fils à ce qui était la cause au Liban. Vous l'avez dit, ce n'est pas parce que Nasrallah est mort que c'est forcément la fin du Hezbollah. Non, et Hezbollah, c'est... En fait, je crois que Nasrallah, il avait un charisme, il était un peu le symbole de la résistance au Liban, mais aussi dans le monde arabe, je crois. Et la mort de Nasrallah, c'est une rupture, bien évidemment, c'est un coup important pour les partis au niveau même stratégique, militaire, au niveau même moral, mais l'Hezbollah, c'est pas un parti fait qui s'est construit autour d'un chef. L'Hezbollah, c'est un parti qui est fait par un conseil exécutif, par plusieurs leaders politiques et militaires, par plusieurs responsables, par une communauté partisane qui adhère en fait à une idéologie avant tout d'adhérer à un chef. Je m'en souviens beaucoup dans mes entretiens sur le terrain. En fait, quand Israël a tué Abbas Moussaoui, l'ancien secrétaire général du parti en 1992, tout le monde me disait on ne pouvait jamais croire que quelqu'un plus important et plus charismatique de Abbas Moussaoui aurait pu prendre la tête du Hezbollah. Alors voit que maintenant il y a Nasrallah. Et je crois que les gens aujourd'hui disent la même chose. On avait perdu Abbas Moussaoui, on pensait à ça. Aujourd'hui, on perd Nasrallah, on les plaire, bien sûr, mais on sait qu'il y a quelqu'un d'autre aussi de valeureux qui va arriver. Est-ce qu'au Liban, on craint la colonisation du sud du pays par Israël? Là, on est dans un état de guerre. Et dans un état de guerre, il y a la peur, mais il y a aussi la force de faire quelque chose, de résister face à un occupant. Et surtout là, depuis, je crois, 2-3 jours, Israël il a mené plusieurs infiltrations dans les territoires libanais. Je crois qu'il y a cette peur, mais cette peur elle est limitée parce qu'aujourd'hui, et surtout après les derniers 2 jours où au niveau des combats sur terre entre les soldats israéliens et les combattants du Hezbollah et d'autres partis aussi libanais, parce qu'il y a même d'autres partis politiques libanais qui combattent au sud du Liban,
L'État israélien, il y a eu plusieurs pertes de soldats. Hier, selon le communiqué du Hezbollah, il y a entre 12 et 17 soldats israéliens ont été tués. C'est des chiffres fiables selon vous? Est-ce que le Hezbollah a l'habitude de communiquer des faux chiffres? Je ne crois pas que Hezbollah il a l'habitude de communiquer des faux chiffres. Ça veut dire Hezbollah, jusqu'à maintenant, il a toujours communiqué, par exemple, par rapport à l'État d'Israël, il a toujours communiqué la mort de ce combattant, avec tous les détails, où ils sont morts, l'âge, de quel village ils viennent. Je ne crois pas qu'il communique des chiffres qui sont fausses. Et aussi, tout le monde sait la censure militaire et politique qu'il y a en Israël même autour de la question de la guerre. On sait même des journalistes, israéliens qui rapportent ça. On ne peut pas parler ni des pertes civiles ni des pertes militaires parce qu'il y a une grosse censure. Or, il y a des soldats qui sont morts sur les territoires libanais ou sur la zone frontalière, et ça sont les chiffres que l'Hezbollah donne. Moi, je ne crois pas, franchement, que l'Hezbollah il donne des fausses chiffres quant à ses victimes. On a aussi toute la propagande israélienne qui parle de boucliers humains, c'est-à-dire des civils qui sont utilisés par le Hezbollah pour éviter d'être touchés par les frappes israéliennes. C'est quelque chose aussi qui est utilisé encore aujourd'hui contre les Palestiniens, notamment à Gaza. On dit que le Hamas utilise les civils comme boucliers humains. Ça, vous répondez quoi à ça? Déjà, je vais répondre par un argument qui est un argument des terrains. Lors de la frappe israélienne sur le sud du Liban le 16 septembre passé, une frappe israélienne qui a fait en 4 heures 600 morts au Liban, dont 50 civils. Et je crois que c'était un de massacres majeurs en fait, de la guerre. Les combattants du Hezbollah, de l'aube, ils ont passé porte à porte à faire sortir les gens de leurs bâtiments, en organisant aussi leur évacuation. Mais à cette question, il faut répondre avec d'autres arguments aussi, que je vois dans la presse, mais je vois aussi près des dirigeants politiques, en fait, cette comparaison entre Hezbollah et Israël, Hamas et Israël, comme ce sont des acteurs pareils, en fait. Mais ils ne sont pas des mêmes acteurs. Nous, ici, on est en train de parler, et je vais revenir au terrain libanais parce que je les connais mieux que le terrain palestinien, on est en train de parler d'un État, l'État israélien, qui est un État colonial, qui s'est construit avec l'objectif de pouvoir prendre des terres et qui a donc su construire des bunkers, des tunnels pour ces populations civiles et il a pu mettre des casernes militaires au dehors des zones résidentielles. Alors que là, on est en train de parler avant tout d'un parti politique, d'une organisation armée qui est semi-clandestine et qui est donc, elle n'a ni les moyens financiers de faire ce que l'État israélien est financé par la plus grosse puissance du monde, les États-Unis, peuvent faire, et ni ils ne peuvent pas être à la lumière du soleil, ça veut dire en étant un mouvement clandestin, il doit forcément se cacher, il doit forcément agir parmi les civils. Et après, je voudrais aussi répondre avec un autre argument aux gens qui parlent toujours de ça. Mais est-ce que ça doit être acceptable pour la communauté internationale qu'Israël, que l'armée israélienne, tout en sachant que dans un bâtiment, dans une école, dans un hôpital, il y a peut-être 10 combattants du Hezbollah ou un leader du Hezbollah, mais il y a aussi 100 civils, dont 50 enfants. Est-ce que ça doit être acceptable de les cibler ou de les faire exploser? Ça, c'est aussi la question, parce qu'on tourne toujours au rond de cette question, mais jamais on la prend en fait en face. Et ça, c'est une question qui s'est posée beaucoup au Liban dans les explosions des pagers, qui ont fait plusieurs blessés, plusieurs morts au Liban, parce qu'à ces moments-là, en mettant des explosifs dans des pagers, Israël il a transformé des citoyens, même des combattants, en des explosifs humains qui pouvaient à ce moment-là se trouver dans des écoles. Je me souviens, c'était les jours de la rentrée scolaire au Liban. Ils pouvaient se trouver à la sortie en attendant les enfants qui sortent de l'école. Ils pouvaient se trouver dans des supermarchés, dans des hôpitaux, dans leur maison, être donc entourés de leur famille. Et ça j'ai vu tous les débats tourner autour des cyberattaques, mais ça n'a posé aucun problème de transformer des citoyens, de transformer des hommes en explosifs humains.
Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur la place du Hezbollah dans la société libanaise? Parce que je pense qu'en France, on est très mal informé là-dessus. On nous vend le Hezbollah simplement comme une organisation terroriste et on nous parle que de la branche armée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est sa place aujourd'hui dans la société civile libanaise? Le Hezbollah, c'est un parti religieux armé. Donc, c'est un parti qui fait partie du gouvernement libanais. C'est un parti aussi qui a des activités qui sont militaires et combattantes. Et ces activités militaires et combattantes sont surtout tournées vers ce qui est la résistance ou une force de dissuasion contre les agressions israéliennes. Et c'est là pourquoi il a tout son sens dans le contexte libanais, parce que ça, il faut aussi l'expliquer. L'armée libanaise, c'est une armée qui, en fait, elle est très faible. Elle n'a pas le droit d'avoir des équipements militaires sinon vendus par les États-Unis. Donc, l'armée libanaise ne peut pas accepter, par exemple, des dons de l'Iran ou d'autres pays, je ne sais pas, mais elle est obligée d'accepter que des dons des armes qui viennent des États-Unis. Ce qui fait que c'est une armée très mal équipée. Elle n'a pas, par exemple, des missiles antiaériens. et c'est vraiment, elle a vraiment des armes qui vraiment sont rien, parce qu'il n'a même pas il n'a ni une aviation militaire, ni une marine militaire. Donc, ça, c'est une volonté justement des États-Unis de ne pas avoir vis-à-vis de l'État israélien un État qui pourrait se défendre lui-même. Donc, dans un contexte pareil, le Hezbollah, parti politique, avec ses armes, donc force de dissuasion contre les agressions israéliennes, prend tout son sens. Pourquoi les gens aujourd'hui au Liban se sentent protégés par les armes du Hezbollah? Il y a un mouvement de guérilla, hein, c'est pas lui qui a la grosse armée du monde, mais quand même ils se sentent protégés par ces armes et non pas pour celles de l'État libanais, parce que tout le monde ici au Liban, que l'armée libanaise n'a pas de moyens, en tant qu'armée et donc en tant que conflit symétrique entre deux armées libanaises et israéliennes de combattre cette armée. Alors que là, les conflits en place, il y a un conflit asymétrique, c'est aussi on oublie toujours, entre un groupe armé et un État, et ce n'est pas n'importe quel État. Donc ça, il y a une grosse volonté politique des États-Unis de ne pas équiper l'armée libanaise. Et c'est pour cela que aussi dans les déclarations ministérielles au Liban depuis les années 2000, les armes du Hezbollah ont une sorte de statut légal et légitime dans sa force de résistance et de dissuasion au sud du pays. Donc c'est là cette phrase de la résistance, les peuples et l'armée, elle est toujours en fait inclue dans chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement au Liban. Or, l'Hezbollah, donc c'est un parti politique que je vous ai dit mobilise. Il a des membres, il a des militants, il a des partisans, il a des sympathisants. Mais comme je vous l'ai dit avant, c'est les plus gros partis politiques libanais. Et donc, l'Hezbollah est vraiment totalement ancré dans la société libanaise. C'est pour cela qu'il faut arrêter de reproduire cette propagande de l'État israélien. On va éradiquer le Hezbollah. On ne peut pas éradiquer le Hezbollah parce que des gens vont mourir, d'autres vont reprendre la lutte. Donc, c'est quelque chose de vraiment contre-productif. On ne se confronte pas à la vraie question. C'est justement la première vraie question aujourd'hui et qu'on personne ne débat, c'est la légitimité de la lutte contre un État colonial, la légitimité de lutter contre quelqu'un qui vient sur le propre sol. Aujourd'hui, par exemple, la souveraineté libanaise, elle est où? Ça veut dire aujourd'hui, l'Israël est en train de rentrer au Liban. Hier, il a tué deux soldats de l'armée libanaise et l'armée libanaise elle a répondu. C'est où la communauté internationale face à ça? Vous, on l'a dit, vous êtes sur place à Beyrouth. Est-ce que vous avez peur qu'Israël reproduise ce qu'ils sont en train de faire à Gaza, qu'ils le reproduisent au Liban? Est-ce que vous avez peur de ça? La peur, c'est une peur parce qu'on ne sait pas où c'est les prochaines cibles. Quand on a des enfants, c'est encore plus difficile tout ça. Mais après, c'est aussi un peu l'espoir qui tient, qui te fait tenir. En fait. Et donc, à cette réponse-là, peut-être je vais répondre plus par un espoir que par un donné des faits, en fait. Si je vois les photos de la balise sud de Beyrouth, surtout depuis le dernier bombardement de cette nuit-là, qui a été encore plus important du bombardement qu'ils ont fait pour tuer avec 900 tonnes des explosifs à Fanafralla, il y a des entiers quartiers de la balise sud qui sont restés au sol, comme il y a beaucoup de villages au Liban sud qui ont été restés au sol. Or, moi, je trouve que faire des prévisions dans la guerre, ce n'est pas facile,
surtout quand on a en face de nous un acteur comme celui israélien qui est impuni. Et c'est parce qu'il est impuni, parce qu'il n'y a pas une punition de la communauté internationale que cet acteur, en fait, il fait ce qu'il veut. Et personne ne l'arrête. Donc aujourd'hui, la question qui devrait se poser, c'est où sont les limites d'Israël et jusqu'à quand Israël peut être impuni dans cette région du monde. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi comment s'organisent les Libanais? Vous l'avez dit, on est à plus d'1 million de déplacés. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide entre les citoyens? Oui, en fait, il y a 1 million de déplacés, ce qui est énorme sur 6 millions d'habitants et qui accueille déjà 2 millions de réfugiés syriens. C'est énorme, en fait, le poids des déplacés. On les voit dans les rues. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans les rues. Il y a beaucoup de gens qui dorment sur la corniche de Beyrouth. Et heureusement, là, il ne fait pas encore froid, il ne pleut pas encore. Dans les centres-villes de Beyrouth, sur les trottoirs, ceux qui n'ont pas eu la chance entre guillemets, ceux qui n'ont pas pu trouver des logements, des personnes qui ont pu les accueillir, ou ceux qui n'ont pas l'argent de se payer un autre logement, ceux qui n'ont pas pu rentrer dans des écoles, par exemple, parce qu'il y a plusieurs écoles qui accueillent les déplacés, c'est un gros problème. Et malgré qu'il y a une forte solidarité des Libanais vis-à-vis de ces déplacés, il y a des restaurants qui font des repas des plats du jour pour les réfugiés. Il y a des aides, des collectes de vêtements, de nourriture, des couvertures, des matelas surtout. Il y a toute une mise en place en fait de ça, mais pour combien on peut avoir une solidarité, ça ne peut jamais prendre la place qu'un État, comme l'État libanais. Dans ce cas, il aurait dû prendre. Et surtout, il y a beaucoup de critiques vis-à-vis de ça, justement. Parce que l'État libanais, ça fait depuis presque un an qu'il a la guerre au sud, il aurait dû préparer justement un plan d'émergence qui n'a pas vu aujourd'hui les jours, on les voit, et les choses sont faites jour par jour, et les gens ils attendent d'être réunis dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des mosquées, dans des églises. Mais ça veut dire la solidarité, bien qu'elle est très forte, elle ne va pas résoudre, elle ne peut pas, parce que c'est pas un État, elle ne peut pas résoudre les problèmes face à 1 million sur 6 millions de population qui est déplacée, et dans un pays qui déjà, il est dans il faut pas l'oublier, le Liban, il a vécu un collapse économique, et donc il est déjà dans un contexte de crise économique qui est importante, où l'économie du pays s'est effondrée, et ça s'ajoute donc la guerre, ça qui fait qu'il y a une forte difficulté justement à gérer aussi tout ça. Est-ce que vous savez aussi comment se déroulent aujourd'hui les combats au sol? Israël dit qu'il ne laissera plus jamais le Hezbollah s'installer au sud Liban. Ça, c'est envisageable? Ce n'est pas envisageable parce que qu'est-ce que ça veut dire ne pas installer l'Hezbollah au sud du Liban? Ça veut dire rien. L'idée d'Israël, c'est que, et ça c'était l'idée de la 1701, c'est la résolution qui a porté à la fin de la guerre des 3 jours, en 2006, c'était que Hezbollah il se retire au-delà du fleuve Litanie, et donc il se retire de la bande frontalière avec Israël. Or, la majorité des villages qui sont à la frontière avec Israël, ils sont habités par plusieurs partisans, sympathisants ou membres du Hezbollah. Donc, c'est que ça veut dire ne pas s'installer. Ces familles sont là, c'est leur village. Ils ont tous les droits de vivre c'est leur village. Et ils ont tous les droits de choisir leur propre appartenance politique. Dans ce cas, de choisir d'adhérer au Hezbollah. C'est pour cela que cette phrase n'a pas de sens. Parce que ces gens-là, ils vont pas quitter leur village, ils vont reconstruire leur maison, ils vont encore une fois être là. Et parce qu'on ne peut pas s'aimer la mort et la destruction et après vouloir en face de nous un voisin qui nous aime et qui nous respecte. Cela, c'est pas possible. Non. Tout ça, ça va produire des choses et ça va produire encore plus un attachement au Hezbollah parmi ces gens, et ça va encore plus renforcer l'idée que seulement le Hezbollah et non pas l'État libanais, il peut nous préserver des attaques israéliennes, et surtout là depuis une semaine, quand les combattants du parti au Liban Sud, dans les zones frontalières, sont en train de rejeter et donc de repousser les soldats israéliens au-delà du sol libanais. Et donc, c'est quelque chose de totalement de propagande qui n'a pour objet, pour moi, franchement, de raser au sol, de détruire, de faire mourir des gens, des civils, des enfants, des femmes, mais qui, justement, au niveau de l'objectif politique, ce n'est pas atteignable. C'est la même chose en Palestine ou à Gaza avec les Hamas, en fait.
Il y a cette interview, si je ne dis pas de bêtises, c'est le ministre des Affaires étrangères qui dit que le Hezbollah avait accepté l'accord de cessez-le-feu proposé par les États-Unis et par la France. You saying Hassan Nasrallah had agreed to a ceasefire just moments before he was assassinated? He agreed, yes. We agreed completely. Lebanon agreed to ceasefire, but consulting with the Hezbollah, the speaker, Mr. Berri, consulted with Hezbollah, and we informed the Americans and the French that what happened. And they told us that Mr. Netanyahu also agreed on the statement that was issued by both presidents. Ça vous paraît plausible? C'est-à-dire que le Hezbollah, aujourd'hui, il est prêt à un cessez-le-feu? Oui, Nasrallah, il avait accepté, et le Hezbollah, il avait accepté la demande de cessez-le-feu, car Hezbollah, avant sa mort, donc on parle du week-end passé, mais Israël n'a pas accepté cette trêve, car Hezbollah n'a aucun intérêt, en fait, de rentrer dans une guerre. Mais ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une guerre totale au Liban. Mais à ce moment-là, la volonté du parti, ce n'était pas celle de rentrer dans une guerre totale qui aurait emballé aussi Beyrouth, la banlieue sud, comme c'est le cas d'aujourd'hui. Donc, en fait, Hezbollah, il a tout fait pour éviter ça. On October 8th, the Hezbollah terrorist organization in Lebanon launched an unprovoked attack on Israel. Hezbollah chose to join the war that Hamas started on October 7th with their brutal massacre in southern Israel. Hezbollah has openly declared that it plans to carry out its own October 7th massacre on Israel's northern border, but on an even larger scale. They call this plan Conquer the Galilee. L'ouverture du front au sud du Liban en soutien de Gaza le 8 octobre, en fait, à ce moment-là, Hezbollah, il a tiré 3 missiles sur ce qui sont les fermes de Sheba, qui c'est un territoire déjà disputé entre le Liban et la Syrie et qui est occupé par Israël depuis 1967. Et ce qui est important, c'est que ces territoires, et les ciblages de ces territoires, fait partie de l'accord entre Israël et Hezbollah de 1986. Et donc, il fait partie d'une partie du territoire qui se trouve à la zone frontalière, d'où on peut échanger en fait des tirs. C'est une sorte d'accord entre eux, en fait, pour ne pas élargir justement les conflits. Et donc, je trouve que l'ouverture de ces fonds de soutien par un tir de missiles sur ces territoires-là et pas au dehors de ces territoires-là, ça montre justement ce qui était la volonté du parti de démontrer un soutien aux populations palestiniennes, mais en tout cas de chercher à ne pas élargir les fronts du sud du Liban et du nord d'Israël, ce qui n'a pas été le cas parce qu'après quelques semaines, Israël il a commencé déjà à élargir ses bombardements au dehors de cette zone qui était dans les accords de 1996. Très bien, merci beaucoup Herminia Kara-Calabrese, et puis on vous souhaite bon courage et surtout faites attention à vous puisque vous êtes actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Beyrouth. Merci.